Ressourcerie de l'écrivain et bienvenue surtout dans cette nouvelle vidéo après une pause d'un mois à peu près qui m'a fait vachement de bien. J'ai pu lire pas mal de choses, pas tant que ça en physique ou en numérique. J'ai surtout lu des livres audio et j'ai fait beaucoup de recherches aussi dans le cadre de mon projet de romance historique. Ce qui fait que je suis en retard pour mes services de presse, ça va pas tarder à arriver d'ici une semaine ou deux. Et là, je voulais vous parler de 3 livres audio que j'ai lus, que j'ai écoutés sur Audible. Ils sont tous dans l'imaginaire, ce sont tous des textes courts, donc soit des nouvelles ou des novellas. Et comme je les ai lus, je pense, en février-mars, et que je prends... En fait, quand j'écoute des livres audio, en général, c'est que je vais faire mes courses, donc je conduis, ou alors c'est que je suis en train de faire à manger, ou je fais le ménage, ce qui fait que je fais un truc un peu, on va dire, mécanique avec le corps et j'ai toute ma tête pour le livre que j'écoute. Ce qui est vachement rassurant quand je parle de conduite, n'est-ce pas? Mais donc, j'ai lu 3 livres audio de l'imaginaire, des auteurs contemporains. Et bah écoutez, c'est parti pour vous en parler. Il y a d'abord 2 nouvelles de Stéphane Plateau, Le Roi Cornu et Dévoreur. C'était publié initialement au Mouton Électrique, il me semble. Donc les Moutons Électriques, c'est une maison d'édition indépendante imaginaire qui a cessé d'exister il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et donc je sais pas où est-ce que vous pouvez retrouver ces livres, à part si vous voulez les chercher euh, en, sur le marché de l'occasion. Mais en tout cas, vous pouvez les trouver sur Audible et c'est lu par Mathieu Daran et c'est très bien lu. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce que c'était, je commence par une citation de Dévoreur, la seconde nouvelle. C'est quand il est venu la chercher. Il l'a soulevée par la taille pour la serrer très fort contre sa poitrine. Elle était toute menue entre ses gros bras. Ses pieds battaient dans le vide, loin du sol. Il faisait très sombre, mais j'ai quand même bien vu ce qu'il faisait. Il a pris son poignet pour le poser contre sa bouche. Il s'est mis à le couvrir de baisers, puis à le suçoter doucement, les yeux fermés, comme si c'était un quartier de melon. Il ronronnait comme un chat. Et puis, soudain, il a fait une affreuse grimace et il a commencé à ronger, comme ça, du bout des dents. Ça met dans l'ambiance, hein. En fait, ces 2 nouvelles sont plutôt sur le registre de l'horrifique, en particulier Dévoreur. Et la nouvelle suivante de Georges Martin également. On va jouer sur des peurs. La dernière, on est un peu sur autre chose. Mais donc, Le Roi Cornu et Dévoreur sont 2 préquels de la pentalogie du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Donc, pentalogie, ça veut dire 5 tomes, et le 5e et dernier tome va sortir d'ici 6 mois, 1 an. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas lu encore Le Sentier des Astres, mais c'est une série dont j'ai entendu parler, notamment par les mots de l'imaginaire. Et donc, si vous ne connaissez pas Stéphane Plateau, c'est un historien de formation, un auteur belge. Il est grand fan de mythes comme l'Iliade, en connu ou moins connu le Kalevala. C'est l'épopée des Finnois, des poésies transmises oralement et recueillies au XIXe siècle par Elias Lönnrot, médecin et folkloriste finnois. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo que j'ai écrite. J'ai déjà entendu Stéphane Plateau intervenir dans plusieurs conférences, surtout aux Utopiales. Donc les Utopiales, c'est un gros festival plutôt SF qui se déroule tous les ans à Nantes au mois d'octobre. Et donc la dernière conférence où j'ai entendu Stéphane Plateau, c'était avec notamment River Solomon. C'était sur le voyage du héros. Donc le voyage du héros, très rapidement, je sais plus, c'est Vladimir Pop, un truc comme ça, qui a sorti un peu de son chapeau à partir de quelques contes qu'il connaissait, une théorie comme quoi tous les contes étaient faits sur une certaine mouture qu'il a appelée le voyage du héros, ce qui n'est pas vrai, mais c'est quelque chose qui a pas mal de succès dans l'écriture, notamment dans l'écriture de l'imaginaire. Et c'est quelque chose qui est quand même plutôt bidon. Enfin, c'est faux. On va dire que la base, elle est fausse. Mais c'est quand même intéressant de s'y pencher si vous voulez écrire dans l'imaginaire.
Je reviens à Stéphane Plateau et au Sentier des Astres. Donc Manèche, c'est le premier tome de la pentalogie qui a remporté le prix des Imaginales en 2015. Donc c'est un résumé que je vais vous lire, mais je ne l'ai pas lu. Et après, je vais revenir sur les 2 préquels que j'ai écoutés. Quelque part dans la nordique forêt du Viantrir, les gabarres du capitaine Rana remontent le fleuve vers les sources sacrées où réside le roi Dizeur, l'oracle dont le savoir pourrait inverser le cours de la guerre civile. À bord, une poignée de guerriers prêts à tout pour sauver leur patrie. Mais qui, parmi eux, connaît vraiment le dessein du capitaine ? Même le barde, son homme de confiance, n'a pas exploré tous les replis de son âme. Et lorsque les bateliers recueillent un moribond qui dérive au fil de l'eau, à des milles et des milles de toute civilisation, de nouvelles questions surgissent. Qui est le bâtard ? Que faisait-il dans la forêt ? Est-il un danger potentiel ou au contraire le formidable allié qui pourrait sauver l'expédition de l'anéantissement pur et simple ? Donc je reviens au roi cornu. C'est un préquel qui se déroule environ 1000 ans avant Manèche, avant le Sentier des Astres. Cela commence par 2 frères qui se battent à mort pour savoir qui des deux, donc ce sont 2 héritiers d'un trône, qui des deux siégera sur le trône des Firwanais. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Cette nouvelle nous plonge dans la mythologie de l'univers de Manèche, avec l'influence des astres, donc la saga s'appelle Le Sentier des Astres, la magie, l'exactitude des prophéties, un pacte entre des humains et des créatures. Ce que je retiens de cette nouvelle et de l'écriture de Stéphane Plateau de manière générale, c'est qu'il y a quelque chose de profondément immersif dans la manière de raconter, quelque chose qui vous attrape, vous fascine et vous retient. En tant que lectrice, j'ai pourtant plongé dans un univers de fantaisie aux inspirations mythologiques multiples que je ne connais pas bien. Je connais un petit peu l'Iliade, mais le Kalevala, pas trop, pas vraiment. Et il y a vraiment quelque chose qui en fait un grand texte. Je pense que ça peut même être un futur texte classique à mes yeux. Quelques citations. Je leur construisais de vaniteux châteaux d'avenir, mais moi, j'étais juste une vieille ombre qui rôdait au pied de leur tour. J'ai un petit doute que ce soit pas une citation de Dévoreur. Ensuite, au fil des ans, j'avais soigneusement tué le peu qu'il y ait jamais eu en moi de conquérant. À cause de mes dispositions d'esprit, jamais rien d'inattendu ne m'arrivait plus, tout n'était que stérile répétition. Ah, cette longue et monocorde procession des jours, je m'y abandonnais, comme le noyé à l'abîme. Là, on parle un tout petit peu de cette mythologie autour de l'influence des astres. Il y a vraiment toute une construction de croyances autour des astres, de l'influence que ça a sur la destinée des hommes, sur l'identité des hommes, qui ils sont profondément. Je sais bien ce que tu penses, vieux brigand. Tu penses que j'ai fait quelque chose d'horrible. Ça te ressemblerait bien de penser ça. Pourtant, j'en avais le droit. C'étaient mes propres petites filles, les miennes. Chacun dispose de ses enfants comme il l'entend. C'est la loi, non ? Là, pareil, je me demande si ça faisait pas partie de Dévoreur, comme c'est un recueil de 2 nouvelles. Tu devines pourquoi je l'emporte ? Glissa-t-il au moribond. Parce que j'ai rêvé de ce trône. Je me suis projeté dedans. Je savais qui je voulais être et ce que je ferais de mon règne. Toi, tu n'as pas passé suffisamment de temps à y songer. Ta femme, tes enfants, ton sitar et ta contemplation des astres, voilà ce qui t'animait. Nous devenons les choses que nous caressons du regard. C'est beau ça, hein ? Nous devenons les choses que nous caressons du regard. Je vais passer à Dévoreur, donc la 2e nouvelle. Pour moi, c'est une nouvelle qui doit être à peu près contemporaine de Manèche, donc quelques années avant sans doute. Donc le résumé, Vidal Silarius, brave éleveur d'ânes des monts de Soufre, est un bon père et un camarade fidèle. Mais lorsqu'un astre s'embrase au-dessus de sa demeure, l'homme se met peu à peu à changer, sous les yeux horrifiés de ses enfants et de son ami Aube. La lumière néfaste du dévoreur est en train d'accoucher d'un monstre. Jusqu'où Aube est-elle prête à aller pour le ramener parmi les humains ? Donc ça raconte aussi l'histoire de Père, je ne sais pas comment ça se dit, le compagnon d'Aube qui est un mage puissant, qui va lui venir en aide pour sauver les enfants, élevés par Vidal.
Il y a un aspect très horrifique dans ce conte. Je vais vous l'exposer un petit peu dans les citations qui vont venir. La première citation d'ailleurs, ça venait de là. L'homme ou la créature qui prend son enfant contre lui, qui se met à lui sucer le poignet jusqu'à commencer à le manger. Première citation. Les premiers temps de l'absence sont plus faciles à supporter qu'elle l'aurait cru. On s'habitue sans doute à l'intermittence du bonheur, comme on s'habitue à la succession des saisons. Ensuite, Père lui a dit un jour « La lumière des étoiles est une chose vivante, Aube, comme l'air, le feu ou les créatures animées d'un souffle. Lorsqu'elle tombe sur nous, quand pleuvent sur nos demeures ces esprits chatoyants, elle éveille d'anciennes, de très anciennes choses dans l'âme humaine. » Donc toujours sur l'influence des astres. Ensuite, on va passer du côté des monstres. Il suffit qu'un seul ogre s'en vienne pour que tous les pères cessent aussitôt d'être des valeurs sûres. L'ombre qui protège devient celle qui menace. La terre se délite sous les pieds de quelques pauvres gosses, et leurs racines les tirent au-dedans pour les étouffer. Alors tous les autres mômes lèvent vers l'auteur de leur jour des regards soupçonneux, hantés par une seule et même angoisse. Et le mien, est-ce qu'il choisira un jour de me croquer ? Autre citation. Pour qu'une nouvelle vie puisse voir le jour, il faut obligatoirement qu'une ancienne s'efface quelque part, sous les étoiles. Dernière citation. Voilà pourquoi notre humeur est vulnérable à la lueur des astres, parce qu'en descendant sur nous, les esprits astraux stimulent les antiques éclats fichés dans nos cœurs, et que chacun de ces éclats tend à nous faire agir d'une façon qui dépasse notre vouloir et notre raison. Ils sont les forces primitives tapies dans l'âme humaine, et si ceux des astres fastes nous poussent à aimer, rêver ou créer, ceux des astres néfastes allument en nous rancœur, colère et angoisse. Je me souviens en fait plus particulièrement de Dévoreur que du Roi Cornu. Le Roi Cornu, on était à fond dans un récit mythologique un petit peu du style de l'Iliade avec... ça aurait pu être une grande bataille un peu façon guerre de Troie, vous voyez ? Un peu dans l'ambiance, quoi, qu'il se passe un truc extraordinaire devant nous, qu'on assiste à quelque chose qui nous dépasse. Et Dévoreur, on était vraiment plus sur le conte horrifique, le conte de notre enfance, ce qu'on racontait aux enfants autour du feu il y a quelques années, quelques siècles peut-être, pour leur faire peur et leur dire de se méfier des inconnus. Et c'est vrai que j'ai un peu flippouillé. Je me souviens d'avoir dit à des copines que j'avais la trouille en fait et que j'étais bien contente d'écouter ça alors qu'il faisait jour. Mais c'était vraiment super immersif. Et on se mettait soit du côté des enfants qui étaient terrorisés par ce qui se passait, et des petits, hein. C'était vraiment du petit gamin de 4-6 ans, hein. Il y avait des plus grands, mais il y avait vraiment les tout petits qui étaient en panique totale ou complètement sidérés par ce qui se passait. Et on avait aussi Aube qui essayait, toute petite bonne femme qui pratique un petit peu la magie, d'être plus forte qu'elle ne l'était face à quelque chose de bien plus puissant qu'elle sur un plan physique. On est sur du monstre un peu à la Grendel où il y a une espèce de résidu d'humanité là-dedans, mais qui est complètement autre chose et qui est tenaillé par une faim qu'il ne maîtrise pas et qui le maîtrise totalement. Après, quand il y avait Peyr, je sais pas comment on dit, c'est P-E-Y-R. Quand il y avait Peyr, on était sur un mage qui était plus puissant qu'Aube et qui pouvait justement avoir du répondant parce qu'il y avait la puissance magique face à la puissance bestiale de l'ennemi en face, de l'ogre qui n'était plus du tout l'humain. Donc ça m'a donné super envie de lire Stéphane Plateau et Le Sentier des Astres. Et ça tombe bien que le 5e bouquin sorte d'ici 6 mois, 1 an, parce que ça me laisse le temps d'acheter les autres tranquillement. Autre
roman. Là, on est sur un roman on est plus sur une novella, je pense, une grosse nouvelle. De mémoire, le bouquin, je crois qu'il faisait 140 pages. Dans la maison du ver, 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 comme les vers de terre, de George R.R. Martin. C'était un livre audio qui a été lu par Jean-Christophe Lebert. Je vais vous lire le résumé. Parce que, bah, encore une fois, ça date un petit peu. Puis en général, quand j'écoute un livre audio, je fais autre chose en même temps. Sous les ruines d'un monde ancien, grouille la vie. Dans une ville croulante, sur une planète mourante et oubliée de tous, le jeune Anneline profite de la fête organisée à l'occasion de la nouvelle mascarade solaire. Superbe dans son costume de soie, son arrogance est à la hauteur de sa beauté. Quand il est moqué devant ses nobles amis par le viandard, chasseur de Groun, il échafaude un plan de revanche. Mais la terrible vérité qui se cache derrière l'histoire de son ennemi va transformer sa tentative en une inexorable descente aux enfers. Alors pour la petite histoire, on est sur une planète qui meurt parce qu'il y a justement le soleil qui meurt. Et il y a des fêtes qui sont ritualisées autour de ce soleil. Je crois qu'ils ne peuvent plus vivre à la surface de la Terre, de cette planète en tout cas, parce qu'il fait trop froid. Donc tout le monde mène une vie souterraine, et vraiment très très souterraine, hein. Le viandard, en fait, il a couché avec la copine d'Anneline. Et Anneline, c'est un gars de la haute société qui est cultivé, qui est beau, qui est un peu dandy sur les bords et compagnie, qui a des relations. Et en fait, il veut se venger. Et se venger, c'est aussi l'entraîner dans des endroits qui n'ont pas été explorés depuis un moment. Donc des endroits souterrains, très profonds, etc. Et c'est pas une super bonne idée parce que peut-être que là-dedans, il y a des choses horribles qui se passent aussi. Donc là, on va parler un petit peu de la peur du noir, des espaces clos. On va pas trop aimer être oppressé. Il y avait une histoire d'humour aussi assez cynique, avec un groupe de voyageurs ou d'aventuriers d'origines sociales différentes, ceux qui ont l'éducation et les autres, ceux qui doivent travailler, qui savent pas bien causer, contre ceux qui ont l'éloquence, etc. Et il y a cet humour un peu noir que Georges Martin manie déjà très bien dans Le Trône de Fer. Je pense que par contre, ça, c'est un bouquin qui remonte à avant. Et on est vraiment sur une ambiance vraiment très proche de la fin du monde. Le soleil qui meurt, il y a une régression de la société à une espèce de Moyen-Âge un peu vaguement steampunk. On a un monde, une faune hyper hostile, il y a des monstres. Il y a une religion bizarre avec ces énormes vers qui sont vénérés. Donc des trucs assez visqueux, c'est assez crado. J'ai une petite citation. Le soleil se mourait bien avant mon arrivée dans la maison du ver et continuera de se mourir longtemps après mon départ. Il se détourna de la fenêtre. Il était superbe ce soir-là, dans son costume de soie bleue et gris araignée, avec l'écusson du Theta cousu sur son cœur. Quant au froid, reprit-il, tandis que tous quatre retournaient vers la table du banquet, je doute fort que le bon vieux soleil ait quoi que ce soit à voir avec la chaleur. Parce que le soleil est en train de mourir, donc il chauffe plus. Dernier roman. Là, on est plus sur un roman court, mais roman. Quelque chose de... Peut-être un petit bouquin qui fait 250-300 pages. C'est La Porte des Mondes de Robert Silverberg et c'est lu par Arnaud Le Ridan. Robert Silverberg, pour vous dire rapidement, c'est un auteur dont j'avais commencé à lire il y a très longtemps La Forêt des Mitago. Je pense que j'ai commencé à le lire quand j'étais ado, donc il y a 20-30 ans. Peut-être plus, 25 ans. Et j'ai le souvenir que ça tapait exactement dans ce que je recherche dans un ouvrage de fantasy, à savoir des mythes, une forêt inquiétante, etc. Mais il y a un truc qui m'avait fait décrocher à peu près à la moitié. Et c'était un bon pavé, La Forêt des Mitago. Donc je sais plus exactement, mais il faudrait que j'y retourne parce que je pense que je l'ai toujours, vu que je me sépare assez difficilement de mes livres, je pense que c'est un livre que j'ai toujours. Pour en revenir à La Porte des Mondes. Là, je vais un peu plus improviser parce que j'ai juste le résumé et c'est une lecture qui est assez récente. Je les ai lus il y a une semaine ou deux, maxi. En 1348,
Totalement ravagée par la peste, l'Europe a été conquise par l'Empire ottoman, qui y règne en maître absolu. La Renaissance et les grandes découvertes n'ont pas eu lieu, et les Aztèques dominent le Nouveau Monde. Dans les années 60, 1960, Dan Beauchamp, jeune Anglais fougueux en quête de gloire et de reconnaissance, quitte l'Angleterre pour les Hespérides. Il s'embarque alors pour une extraordinaire aventure autour d'une planète devenue le miroir inversé de l'ordre mondial actuel. Donc on est vraiment dans les années 60, mais qui ressemble vachement à un 19e siècle. Et ce qui veut dire que l'Europe, elle est musulmane, dominée par les Turcs. Et on va dire, on va être plutôt en Amérique latine. Je n'ai pas trop le souvenir. Je suis pas sûre qu'il soit remonté beaucoup plus haut que le Mexique. Je suis pas persuadée. Mais on va être sur des princes, des rois aztèques ou incas qui sont des descendants, qui sont quasiment divinisés, avec beaucoup de luttes de pouvoir. Alors, après, très honnêtement, c'est peut-être parce que je crois que c'est un livre qui est assez vieux. J'ai pas trouvé que le fait de brasser un peu les cartes et changer la domination du monde de cette manière-là, ça a apporté quelque chose. Parce que en dehors du fait que en Europe on parle turc et on est musulman, que en Amérique latine on parle nahuatl, il me semble, et qu'on croit au dieu des Incas. Donc c'était nos... Bon, j'arriverai pas à prononcer les dieux, enfin le nom des dieux aztèques ou incas, mais c'est l'oiseau tonnerre, etc. Il me semble bien, si je me plante pas. J'ai pas trouvé que ça changeait grand-chose, si vous voulez. Parce que, à part dire, il y avait un côté assez didactique. Comment dire? Je pense vraiment que l'auteur, il a voulu écrire une espèce d'uchronie où justement la domination du monde est différente et donc le monde est différent. Donc ça, ok. Et pourtant, je trouve que c'est un livre qui me faisait vachement penser au récit de voyage du 19e siècle, ou voire 18e. Un peu des trucs à la Candide. Vous voyez, Candide qui va aller se promener et compagnie, ou les lettres persanes de Montesquieu, ou un peu les récits d'aventure du 19e, 20e siècle, où un Anglais en général, ou un Français, va un peu se frotter aux sauvages en Afrique, sauvages avec j'ai fait des guillemets dans l'air, parce que c'est la manière dont on en parlait à l'époque. Et on est un petit peu là-dessus, et c'était assez particulier. Alors, de mémoire en plus, il me semble que il me semble qu'il quitte l'Angleterre, donc comment? Je crois que Londres s'appelle New Constantinople. Mais pourquoi nommer Londres alors qu'en 1348, est-ce que Londres existait sous ce nom-là, déjà? Je sais pas trop. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'univers qui est plaqué, si vous voulez, qui sert de décor, qui sert à organiser le monde, les règles du monde, mais j'ai pas tant que ça accroché au truc. Pourtant, on était dans un truc assez classique aussi, avec on suit un personnage qui va voyager dans un univers qu'il ne connaît pas. Enfin, a priori, donc juste il traverse l'océan. Alors, c'est pas un candide, c'est pas un imbécile. C'est un jeune qui a 18-19 ans, par là. Le truc qui m'a fait assez rire aussi, c'est qu'il y a des clichés assez sexistes. Parce que Dan, il est musclé, il est fort. Dan, il s'est tiré à l'arc, il s'est tiré au fusil, au pistolet, il sait se battre et compagnie, il sait faire plein de choses, hein. Dan, c'est un costaud. Et c'est un gosse de 18-19 ans, hein. Alors, si quelqu'un de 18-19 ans passe par là, tout va bien, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment un petit jeune. Et pour moi, ça peut être aussi parfaitement cohérent que quelqu'un de cet âge-là fasse des bêtises, fasse des mauvais choix, se fasse pouiller la tronche s'il essaye de se battre contre quelqu'un qui est deux fois plus gros que lui. Et bref, c'était assez particulier.
C'était particulier comme histoire, notamment, dans le fait de rebattre les cartes. Shakespeare, il a existé, mais tous les pièces de théâtre qu'il a écrites, plus les pièces de théâtre, ottomanes qu'il a écrites, il les a écrites en turc et alors je sais pas, soit il y avait une résistance de ma part qui me disait, «Ouais, en fait, tu inverses juste le truc», soit il y a vraiment un truc qui fonctionne pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Parce que pour moi, c'est quand même quelque chose qui a été assez documenté. Je pense que le gars il s'est renseigné. Robert Silverberg, c'est pas facile à dire, mais j'ai pas vraiment accroché à l'univers. Alors, le personnage, le truc qui est assez rigolo, c'est il va se retrouver confronté à des espèces à la douane, par exemple, où, enfin, faut qu'il ait des billets. On s'étonne qu'il parle anglais. Je crois qu'il insiste pour parler anglais et pas turc. Il parle nahuatl, enfin, il parle plein de langues. Il a 18-19 ans. Euh, c'est un colonisé qui a eu accès à une éducation, qui est éduqué, qui est instruit, qui a vraiment des connaissances, qui a fait plutôt des grandes écoles. C'est un petit bourge, quoi. Et ouais, je sais pas, j'ai pas accroché des masses. Pourtant, je trouve que sur le papier, c'est hyper intéressant. Et en fait, pourquoi il y a eu cet inversement-là, c'est que il me semble que quand il y a eu la peste là au XIVe siècle, c'est que l'Europe a perdu genre les trois quarts de sa population. Donc encore plus que le pourcentage de population que la peste a ravagé. Et sur le principe, si vous voulez, pourquoi pas, mais... Et juste au niveau du titre aussi, La Porte des Mondes, ça fait partie de la mythologie soit aztèque, soit inca, parce qu'il y avait les deux, il y avait les aztèques, il y avait les incas, qui sont pas copains d'ailleurs, hein, qui se foutent quand même globalement sur la tronche. Et euh, La Porte des Mondes, ça fait partie d'une de ces mythologies-là. On va en parler à plusieurs reprises. C'est un peu une porte magique, si vous voulez. Ça m'a fait penser un peu à la porte des étoiles, Stargate. Mais on en cause pour rien en faire. Ou alors que j'ai un peu dormi, mais je pense pas. Et j'ai trouvé... Vous voyez, j'ai l'impression que des fois on me donnait un truc, et puis en fait non. Ouais, ça m'a un peu gêné là-dessus. Après, on n'était pas forcément sur du racisme inversé, qui serait hyper maladroit que le blondinet londonien et qui est tout pâle en gros subissent du racisme par des Aztèques qui sont des grands costauds et qui ont la peau cuivrée. Mais il y a notamment aussi il y a un Africain noir qui est dans son groupe. C'est assez cosmopolite, c'était assez particulier. Il va tomber amoureux de la fille d'un chef, peut-être un cas. Je me souviens plus exactement, je me suis mélangée un peu. Et la fille de ce chef, elle est fan de Shakespeare. Pourquoi? Comment est-ce que la fille d'un chef qui habite en Amérique latine peut avoir eu accès à Shakespeare? Pourquoi est-ce qu'elle parle turc? Parce que les Turcs qui dominent plutôt l'Europe. Parce que le Nouveau Monde, c'est les Aztèques. Donc pourquoi est-ce qu'ils parlent turc? On sait pas trop. C'est pour ça que pour moi, il y avait des trucs qui... Ça relevait pas forcément de l'incohérence, mais je pense que j'étais un peu en résistance en fait à cet univers, ce qui faisait que... Il y a des trucs qui me faisaient marrer, quoi, mais j'ai pas... Je suis restée sur ma faim. C'est pas un... Si je devais donner une note, ce serait peut-être du 3 étoiles ou 3 étoiles et demie, un truc comme ça. Mais ouais, je suis restée un petit peu sur ma faim quand même, globalement. Et je trouvais que les personnages pouvaient être assez caricaturaux. Ce qui est pas terrible, en général. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et parce que je sais plus trop quoi en dire. Mais c'est quand même des lectures que j'ai appréciées. Je pense que Alors, le truc qui est sûr et certain, c'est que Stéphane Plateau, je lirai Le Sentier des Astres. Georges Martin, j'aimerais bien lire aussi ce qu'il fait en nouvelles.
Et Robert Silverberg, je retenterais bien La forêt des Mitago. Après, il y a peut-être le fait aussi que ce soit du livre audio qui fait que c'est moins facile pour moi de retenir et d'être pas forcément d'être impliquée, mais mon attention, c'est pas la même que quand je lis un livre papier ou un livre numérique. Où là, je peux prendre des notes ou des trucs comme ça, mais en général, quand je lis, je lis. Quand je lis avec mes yeux, je lis vraiment. Je peux éventuellement tricoter. J'arrive à tricoter et crocheter en lisant. Si, si. Mes mains, elles savent. Mes mains voient ce qu'elles font. Mais donc voilà. Mais c'était quand même des livres que j'ai appréciés. C'était sympa. C'est des livres qui étaient courts aussi parce que c'est vrai que Gagner la guerre, notamment, qui faisait une quarantaine d'heures, donc Gagner la guerre de Jaworski, j'avais trouvé ça. euh, je m'essoufflais en fait au bout d'un moment parce que le livre était très long et donc ça s'étalait sur 2 mois, un truc comme ça, c'était beaucoup trop long pour moi. Prochainement, je vous parlerai de 2 autres livres audio que j'ai lus, donc des livres qui étaient plutôt des courts romans. Et là, on est plus sur du policier et du thriller, et j'ai vraiment belle incursion dans ces sous-genres-là, que j'aime bien, ma foi. Je me suis fait balader en beauté, mais c'est parce que je pense que j'ai pas tout à fait les codes de ces genres, ce qui fait que je me fais promener en fait. Je me fais mener en bateau totalement. Et je vous parlerai aussi prochainement de 3 services de presse que j'ai eus, donc de 3 auteurs auto-édités. C'est Fujilove de Sarah Fay, donc une romance contemporaine qui se passe au Japon. L'ombre des flammes de Laetitia Claver, qui est un roman de fantasy avec des sorcières et un royaume qui est plutôt hostile à ces sorcières. Et enfin, Vorago de Lazare Rochemont, qui est une romance cannibale. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés. Et si vous avez aussi des recommandations de lecture sur Audible, n'hésitez pas. Là, j'ai eu le fait d'avoir lu pas mal de trucs, j'ai fait descendre ma palle à 12 livres. Mais sauf que là, j'ai des gros aussi. J'ai quelques petits, j'ai du classique notamment, ou de la littérature blanche, j'ai l'amant, j'avais un Dostoïevski aussi. Ah bah, je vous parlerai d'un Dostoïevski avec les policiers. C'est pas un policier, mais je vous en parlerai là. Et oui, j'ai pris un Romain Gary, etc. L'amant de Marguerite Duras. Et j'aurai aussi bientôt la vidéo sur mon parcours de lectrice-correctrice. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon mercredi. À samedi pour les contes japonais, donc les fables et légendes japonaises de Claudius Ferrand. Et à dimanche pour la suite des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Gus Gus, comment ai-je pu l'oublier? Et très bonne journée à vous. À tout bientôt. Lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!